Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 29 novembre et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. Bilan du e-commerce au troisième trimestre 2024, retour de la croissance à 2 chiffres en France, à lire sur Siècle Digital. Impact de l'intelligence artificielle, le jeu en vaut-il la chandelle, à lire sur e-commerce mag. Baromètre e-commerce, le secteur de la maison fait de la résistance en Europe, à lire sur le JDN. Critères, notation, difficultés, comment Yves Rocher s'empare du Green Impact Index, à lire sur République Retail. Et enfin, Galeries Lafayette, 400 millions d'euros pour se réinventer, à lire sur Fashion United. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Synthèse de la revue de presse entre transformation technologique, défis environnementaux et renouveau stratégique. En cette fin de mois de novembre 2024, les acteurs du retail et de l'e-commerce montrent une capacité impressionnante à se réinventer face aux défis économiques, environnementaux et technologiques, de la standardisation des pratiques durables à l'adoption des innovations de paiement en passant par la résilience des enseignes traditionnelles. Voici un panorama des grandes tendances qui se dessinent dans notre secteur. Vers un commerce plus responsable et transparent, l'impact écologique devient un levier stratégique pour séduire des consommateurs. Yves Rocher illustre cette tendance avec son Green Impact Index, un outil collaboratif développé avec 22 marques pour évaluer l'impact environnemental et sociétal des produits. L'objectif est ambitieux, anticiper les réglementations futures tout en démocratisant l'accès à la beauté responsable aussi bien pour les grandes entreprises que pour les petites marques. Cette quête de durabilité n'est pas limitée aux produits. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le retail, bien qu'apportant des innovations remarquables, suscite des interrogations sur son empreinte énergétique. Les géants comme Fnac Darty et Carrefour adaptent leur usage de l'IA pour limiter son impact, tout en optimisant les aspects tels que la durée de vie des produits ou l'aide à la consommation responsable. Investissement et modernisation, le renouveau des enseignes historiques. Face à un environnement concurrentiel global, des acteurs comme les Galeries Lafayette prennent le pari de l'innovation. L'enseigne française investit 400 millions d'euros sur 5 ans pour moderniser ses magasins, digitaliser son expérience client et renforcer son attractivité auprès des consommateurs internationaux, avec des projets ambitieux tels que l'ouverture de nouveaux espaces bien-être et des collaborations internationales. L'entreprise familiale démontre que l'héritage peut rimer avec audace. E-commerce, un retour progressif à la croissance. Après 2 années de stagnation, le e-commerce reprend des couleurs. Selon la FEVAD, les ventes en ligne en France ont progressé de 12,5% au troisième trimestre 2024, porté par une hausse des transactions et le ralentissement de l'inflation. Si des secteurs comme la mode et la beauté retrouvent une certaine dynamique, la catégorie maison électroménager s'impose comme un pilier de croissance, particulièrement sur les marchés comme l'Allemagne et l'Italie. Technologie de paiement vers une fluidité inédite, la tokenisation et le déploiement de Click-to-Pay révolutionnent les paiements en ligne. Ces innovations portées par Visa et Mastercard visent à réduire les frictions liées à la saisie des informations de cartes bancaires tout en renforçant la sécurité des transactions. Le consommateur pourra bientôt payer en renseignant simplement son adresse email, une avancée qui promet de fluidifier le parcours client.
Des acquisitions et restructurations stratégiques, le paysage du retail continue d'évoluer au gré des rachats et des restructurations. JD Sport Fashion a finalisé l'acquisition de Courir, consolidant sa présence en Europe, tandis que le Coq Sportif en redressement judiciaire mise sur l'attractivité de sa marque et le succès des JO 2024 pour séduire de nouveaux investisseurs. Enjeu concurrentiel sous la loupe de la régulation européenne. Enfin, la Commission européenne s'apprête à ouvrir une enquête sur Amazon, soupçonnée de pratiques anticoncurrentielles. Cette décision, prise dans le cadre du Digital Market Act, pourrait avoir des répercussions majeures sur le géant américain et plus largement sur les pratiques des grandes plateformes technologiques. Bilan du e-commerce au troisième trimestre 2024, retour de la croissance à 2 chiffres en France, à lire sur siècledigital.fr en date du 28 novembre. Le secteur du e-commerce en France affiche des résultats impressionnants pour le troisième trimestre 2024, avec une hausse significative des ventes et un nombre de transactions en forte progression. La reprise amorcée en début d'année semble se confirmer. Des dépenses en ligne en pleine expansion durant le troisième trimestre 2024. Les Français ont dépensé 43,1 milliards d'euros sur Internet. Ce montant représente une augmentation de 12,5% par rapport à la même période en 2023. En termes de transactions, les sites de vente en ligne ont enregistré 651 millions de transactions, marquant ainsi une progression de 13,5% sur un an, et soit 77 millions de plus qu'au troisième trimestre de l'an dernier. Les données collectées montrent un retour marqué à la croissance à 2 chiffres après des années difficiles en 2022 et 2023. Ce rebond est attribuable à divers facteurs, dont le ralentissement de l'inflation sur les dépenses courantes. Selon Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, cette situation a permis de redonner un peu d'oxygène au pouvoir d'achat des Français. Performance des secteurs non alimentaires et voyages. Les produits non alimentaires ne sont pas en reste. Pour la première fois depuis plus de 10 trimestres, le nombre de commandes dans ce secteur est enfin repassé en positif avec une augmentation de 1%. Parallèlement, les ventes de produits grand public ont vu une embellie avec une progression de 3% par rapport au troisième trimestre 2023. L'industrie de la mode et des voyages repart également à la hausse, affichant de bonnes performances après une période de déclin. Ces tendances témoignent de la confiance retrouvée des consommateurs et de leur envie de renouer avec des habitudes d'achat plus régulières. La collecte des données auprès d'une centaine de sites leaders composant le panel ICE 100 vient appuyer ces observations. Reprise des ventes aux professionnels. En plus des ventes aux particuliers, le segment des ventes aux professionnels montre également des signes de redressement notables. Au cours du troisième trimestre 2024, ce marché a connu un bond de 9,7%, probablement en rattrapage par rapport à une référence de base au même trimestre de l'année précédente. Ces bons résultats indiquent que les entreprises retrouvent elles aussi leur dynamisme après avoir traversé une phase économique difficile. Le climat économique plus favorable permet une reprise générale des activités commerciales, favorisant ainsi une meilleure performance en termes de chiffre d'affaires global. Évolution estimée du marché global. Pour effectuer une estimation du marché global, la FEVAD combine plusieurs sources de données. Celle-ci inclut non seulement les informations recueillies auprès des sites du panel ICE 100, mais aussi la valeur des paiements électroniques communiqués par les prestataires participant au panel PSP, y compris une estimation des paiements hors ligne. Cette méthodologie leur permet d'obtenir une vue d'ensemble assez précise du paysage e-commerce français, facilitant une évaluation fiable des tendances actuelles et futures. Malgré un contexte économique encore incertain,
Les prévisions pour la fin d'année 2024 demeurent plutôt optimistes. Divers indicateurs suggèrent que les Français devraient continuer à augmenter leurs dépenses en ligne par rapport à 2023. Impact de l'intelligence artificielle, le jeu en vaut-il la chandelle? À lire sur e-commercemag.fr en date du 26 novembre. Alors que l'intelligence artificielle animait tous les débats il y a moins d'un an, nombre de retailers commencent à réaliser les désavantages de cet outil en matière de consommation d'énergie. Malgré cela, il serait impensable de revenir en arrière. À l'heure actuelle, l'énergie consommée par l'IA générative est équivalente à celle de l'Espagne, un chiffre colossal que partage François-Xavier O'Mahony, lead Sustainability Retail Fashion and Luxury en Europe pour Accenture, lors d'une table ronde organisée à l'occasion de Tech for Retail. Comme n'importe quel outil, l'intelligence artificielle a un impact sur l'environnement, un aspect de la technologie bien souvent oublié dans les stratégies RSE des entreprises. Non seulement la consommation d'énergie des modèles de langage est très importante, mais elle devrait doubler d'ici 5 ou 10 ans, commente François-Xavier O'Mahony. En effet, là où l'IA représente actuellement 2% des data centers, elle occupera 13% avant 2034. Pour autant, il serait impensable d'arrêter les progrès qu'apporte cette technologie ou l'important potentiel de solutions nouvelles offertes par l'IA. L'idée est donc de minimiser les impacts négatifs tout en maximisant les résultats positifs. Il nous faut constamment mettre la valeur durable du cas d'usage face à la consommation de l'outil dans la balance, précise François-Xavier. Former et informer, peser le pour et le contre est devenu la raison d'être de L'Oréal. Notre ambition est de devenir les champions de la beauty tech, tout en restant les champions du RSE, s'amuse Ariane Thomas, Group Tech Director of Sustainability and Trustworthy EL Leader de L'Oréal. Ouf. Pour cela, elle précise qu'un important chantier de pédagogie et de partage d'informations doit être mené auprès des collaborateurs de la marque. Ainsi, l'entreprise du groupe LVMH travaille actuellement à la création d'indicateurs énergétiques pour les outils technologiques utilisés par ses équipes. L'idée est de fournir aux collaborateurs de L'Oréal un accès aussi bien à la performance opérationnelle qu'environnementale. Petit aparté, il est bien écrit sur l'article d'e-commerce mag, l'entreprise du groupe LVMH, L'Oréal ne fait pas partie du groupe LVMH. Parenthèse refermée. Cela demande cependant une quantité importante de données auxquelles l'entreprise n'a pas nécessairement accès. En cherchant ces informations nécessaires, nous avons par exemple appris qu'un prompt de Gen AI consomme 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google, détaille Ariane Thomas. Elle précise tout de même que les équipes de L'Oréal utilisent bel et bien de l'intelligence artificielle, mais que ces indicateurs leur permettent de déterminer si un usage est véritablement nécessaire et s'il vaut la peine son impact. Quand l'IA pousse à une meilleure consommation, s'il est important de mesurer l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, Thibaut Vigy, Group Chief Strategy and Transformation Officer du groupe Fnac Darty, estime qu'il ne faut pas oublier les effets d'une bonne utilisation de l'IA qui sert à une consommation plus durable. Notre plus grande crainte, c'est de proposer des articles jetables, commande Thibaut Vigy. L'intelligence artificielle nous permet de mieux gérer la durée de vie de nos produits. Pour les batteries notamment, l'IA est utilisée par le groupe pour optimiser leur gestion et qu'ainsi les devices consomment moins et durent plus longtemps. Fnac Darty développe aussi une aide alimentée par l'intelligence artificielle. Sur la base des symptômes, elle détermine si une panne peut être réparée à distance. Cela nous permet de réduire les interventions physiques de nos techniciens et donc l'impact carbone de leurs déplacements, raconte Thibaut Vigy. Du côté de Carrefour, l'IA alimente son chatbot au plat
qui peut par exemple créer une liste de courses à partir d'un budget ou des recettes utilisant le contenu d'un caddie. Mais cet outil propose surtout le bouton Mieux manger. Celui-ci suggère des alternatives plus saines et plus responsables aux produits dans le chariot du consommateur. Une fonctionnalité qui rencontre un fort succès selon Angélique Diarra, Chief of Staff CSR et attachée à la direction RSE de Carrefour. 40% de nos clients changent d'article concerné après avoir cliqué sur ce bouton. Baromètre e-commerce, le secteur de la maison fait de la résistance en Europe, à lire sur le journaldunet.com en date du 25 novembre. Dans une étude publiée le 25 novembre, Fox Intelligence fait état de la progression des ventes e-commerce en Europe au mois d'octobre 2024 et l'e-commerce européen confirme sa croissance dynamique. Les ventes sur le mois d'octobre sont en progression de 8% en valeur et de 18% en volume sur un an, selon le dernier rapport de Fox Intelligence. Pour rappel, septembre avait marqué le début de ce sursaut. Si pour la rentrée, la mode a tiré la croissance, le soufflet est vite retombé. En octobre, le secteur de la maison tente de prendre le relais. Sur les 3 catégories e-commerce phares en Europe, seul le secteur meubles électroménager parvient à gagner du terrain dans une majorité de pays, 3 sur 5 comparé à octobre 2023. Il baisse en revanche d'un point sur un an en France et au Royaume-Uni. Une évolution notable malgré tout, alors que la mode et le high-tech accusent un ralentissement dans la plupart des pays, voire la totalité sur ce secteur. La tendance est observée tout au long de l'année 2024, tandis que les principales catégories ont été impactées par l'inflation. Le secteur de la maison a globalement su conserver sa croissance, excepté en France donc et au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, c'est la catégorie sport qui capte les parts de marché perdues, tandis qu'en France, elle se reporte sur les produits de grande consommation. Cette résilience du secteur maison se confirme lorsque l'on analyse les comportements d'achat par profil de consommateur. Le pôle de dépenses que représentent les achats maison est stagnant chez les 20% des e-shoppers les plus dépensiers, tandis qu'il croît chez les 80% restants. Alors, quels acteurs en profitent ? Ikea et MediaMarkt Market s'imposent comme les leaders européens de la catégorie maison électroménager, figurant tous deux dans le top 10 des sites préférés, tous secteurs confondus, des e-acheteurs les plus dépensiers. Ikea, le seul marchand spécialisé du meuble, occupe la 6e place en France, 7e en Allemagne et en Italie. De son côté, MediaMarkt, dont une partie des ventes et de l'électroménager, se positionne dans le top 5 en Allemagne et en Italie, ainsi qu'au 6e rang en Espagne. Plus inattendu, Temu pourrait aussi doper la croissance de la catégorie maison. En effet, la marketplace compte parmi ses best-sellers des couettes, des tapis ou autres petits accessoires de décoration. Le pure player est présent dans le top 10 en Allemagne, en Italie et en Espagne. Critères, notation, difficultés, comment Yves Rocher s'empare du Green Impact Index, à lire sur République Retail en date du 25 novembre. Alexandra Ferré, directrice Impact et RSE d'Yves Rocher, revient sur le lancement du Green Impact Index, développé en collaboration avec un consortium de 22 marques, un outil innovant pour évaluer l'impact écologique et sociétal des produits, avec l'ambition d'en faire un standard de la beauté responsable. En quoi le Green Impact Index se distingue-t-il des initiatives similaires proposées par d'autres acteurs du marché ? Chez Yves Rocher, il y a une volonté de démocratiser la beauté responsable. L'objectif de cet index était de s'associer à d'autres marques déjà très engagées et de créer un outil accessible également pour les petites marques qui voudraient planter dans l'évaluation de l'impact social et environnemental de leurs produits et que cet outil soit ouvert au plus grand nombre. D'autres initiatives existent, mais elles touchent plutôt des grands mastodontes de la beauté. On voulait aussi inclure
des plus petites marques engagées, mais n'ayant pas les mêmes moyens ni les mêmes budgets pour faire de l'évaluation environnementale et sociétale. L'objectif est d'en faire un standard dans l'industrie de la beauté. Tout à fait, notre objectif est vraiment de dévancer les lois, car beaucoup de réglementations arrivent sur le sujet de l'affichage, de l'impact environnemental et sociétal. On le voit dans le textile, la nutrition, et on sait que pour la beauté, cela va vraisemblablement arriver entre 2026 et 2027. L'idée est de montrer dès maintenant aux régulateurs que ce type d'outil est non seulement faisable, mais aussi souhaitable pour le consommateur. Nous voulons être pionniers dans ce domaine et nous pensons que ce serait très intéressant que cela devienne une norme dans l'industrie de la beauté. Comment s'est déroulé le processus de développement? Cela fait maintenant 2 ans que nous travaillons dessus. Ce projet est né au sein d'un consortium autogéré regroupant 22 entreprises organisées sous forme d'associations indépendantes et donc extérieures aux marques. Ce consortium s'est réuni pour créer une méthodologie basée sur 50 critères couvrant l'impact de la formule, le transport, les ingrédients, le packaging et les engagements sociétaux des entreprises. Nous avons travaillé avec l'AFNOR pour avoir un tiers indépendant et garantir la robustesse de cette méthodologie. Chaque marque utilise cette méthodologie pour évaluer ses produits selon les critères et afficher les notes. Quels sont les critères principaux pour évaluer l'impact environnemental des produits ? 80% de la note est liée à l'impact environnemental et 20% aux critères sociaux. Parmi les éléments clés de l'impact environnemental, on a la formule, son taux de naturalité, les ingrédients controversés, le packaging, la fabrication et le transport. Pour l'impact sociétal, on évalue également l'usine, la fabrication, les matières premières, les engagements sur le bien-être animal et d'autres aspects globaux comme la certification d'entreprise. Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Une des principales difficultés qui fait aussi la robustesse de cet index était de co-construire avec des entreprises de taille et de typologie de produits différentes, ayant leurs propres intérêts et outils internes. Parvenir à réunir tous ces acteurs et à sortir un outil labellisé par l'AFNOR montre notre capacité à co-construire avec des compétiteurs, ce qui a été à la fois notre plus grand défi et notre plus grande réussite. Noter chaque produit prend énormément de temps. Yves Rocher étant leader de la beauté en France, dispose d'un portefeuille de produits très exhaustif et chaque notation implique un travail minutieux de nos experts. Concernant les produits mal notés, que prévoyez-vous ? Aujourd'hui, nous disposons de produits bien notés en termes d'expertise de soins du visage avec des évaluations allant de A à B. Sur le maquillage, cela est plus challengeant avec des notes autour de C et D par exemple. L'objectif est de faire du Green Impact Index un outil d'amélioration continue en interne. Tous les produits ayant de faibles évaluations sur cet index font l'objet d'un plan d'action. Ce plan peut conduire à la suppression des produits impossibles à améliorer, faute d'alternatives, ou à des actions de développement comme une reformulation pour optimiser la formule ou encore un redesign du packaging pour l'améliorer. Combien de produits sont actuellement notés ? Aujourd'hui, sur le site internet, nous avons affiché 12 produits. D'ici la fin de l'année, ce nombre passera à 50 avec une première vague déjà en ligne et une deuxième prévue en novembre. Ces produits sont particulièrement importants pour la marque car ils incluent les best-sellers, ceux qui génèrent le plus grand volume et de chiffre d'affaires ainsi que nos produits les plus engagés. L'objectif est de voir si le Green Impact Index fonctionne aussi bien sur ces produits. Environ 15% de nos produits seront couverts par le Green Impact Index d'ici la fin de l'année. Notre objectif est d'augmenter ce pourcentage progressivement pour atteindre une couverture de 100% de nos produits d'ici 2030. Plutôt que de se baser sur le nombre total de références, nous évaluons l'impact de l'index en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires. À partir de l'année prochaine, toutes les nouvelles références de produits que nous développerons seront systématiquement évaluées avec cet index, permettant ainsi d'identifier des améliorations à chaque étape de leur conception.
La méthodologie est en constante évolution avec tous les membres du consortium. Nous adaptons l'index aux nouveaux enjeux environnementaux, à l'évolution réglementaire et aux contraintes qui vont émerger en Europe. Comment communiquez-vous sur cette initiative pour sensibiliser les clients ? Cette année, notre communication sur le Green Impact Index est restée assez discrète car d'autres projets prioritaires ont mobilisé notre attention. Pour l'instant, l'affichage de cet index se fait principalement sur les fiches produits du site internet qui constituent le premier point de contact pour les clients souhaitant en savoir plus sur un produit. À partir de janvier 2025, nous lancerons des contenus pédagogiques plus poussés, notamment sur les réseaux sociaux. En parallèle, en retail, nous avons formé notre personnel de vente pour qu'il puisse expliquer cette initiative aux clients en magasin. L'année prochaine, l'index sera plus visible en boutique avec un affichage dédié, incluant des écrans en caisse où la consommatrice pourra avoir la note du produit. Ainsi, cet index s'intégrera de manière naturelle dans le parcours d'achat, tant en ligne qu'en magasin. L'objectif est-il d'inclure davantage de marques pour promouvoir cette transparence dans l'industrie ? Absolument, l'un de nos objectifs principaux est de faire en sorte que cet outil soit adopté par un maximum de marques afin que l'expérience consommateur devienne fluide et cohérente, peu importe l'enseigne ou la marque. L'idée est qu'un client puisse accéder facilement à des indications sur l'impact environnemental et social des produits, lui permettant ainsi de comparer entre différentes marques. Nous pensons que l'un des freins majeurs à la consommation responsable réside dans le manque de transparence et de clarté des données disponibles, et cet outil vise justement à pallier cela en offrant une information accessible et compréhensible. Comment cette initiative a-t-elle été accueillie en interne ? Cette initiative a été largement soutenue par les équipes internes, en particulier les experts des laboratoires, du packaging et de la formulation qui ont contribué à développer la méthodologie. Pour ces équipes, c'est une véritable reconnaissance de leur travail, car bien que des évaluations internes comme l'éco-score de la formule ou celui du packaging existaient déjà, elles manquaient de crédibilité aux yeux des consommateurs en raison de leur caractère auto-déclaré. Désormais, avec un score validé par un tiers indépendant et adopté par d'autres marques, cette évaluation gagne en statut et en légitimité. Et du côté des fournisseurs, nous internalisons une grande partie de la production, ce qui constitue un atout pour le Green Impact Index. Cependant, nous avons également entamé un travail avec nos fournisseurs et sous-traitants pour améliorer leur impact dans le cadre de cet index. Avec eux, nous engageons des plans d'action concrets comme la mise en place de certifications spécifiques afin de réduire leur empreinte environnementale. Quelles sont les prochaines étapes ? Nous souhaitons communiquer plus largement, internationaliser cet index sur nos grands marchés européens et collaborer avec nos fournisseurs pour optimiser nos scores. Avez-vous déjà observé une évolution des comportements des consommateurs depuis sa mise en place ? C'est un peu trop tôt puisque cela fait un peu plus d'un mois que nous avons publié ça sur notre site internet. Cependant, avant de lancer cet index, nous avions réalisé une étude avec des consommateurs de toutes marques de beauté en France pour évaluer leur compréhension du Green Impact Index et son effet sur leurs intentions d'achat. Nous avons observé que cet index était bien compris, notamment parce qu'il ressemble au Nutri-Score dans son affichage et son visuel. Il a été très bien accueilli car les consommateurs disaient vouloir consommer mieux sans savoir toujours comment faire concrètement. Pensez-vous que cette transparence environnementale va devenir un critère principal pour les consommateurs à l'avenir ? Je pense que cela restera un critère, mais secondaire. Ce qui va primer, et c'est ainsi sur cela que nous nous battons chez Yves Rocher, c'est toujours l'efficacité du produit, son usage, sa praticité, puis son prix, et ensuite les éléments liés à l'impact environnemental et sociétal. Galeries Lafayette, 400 millions d'euros pour se réinventer, à lire sur fashionunited.fr en date du 26 novembre. Nicolas Houzé, représentant de la 5e génération du groupe familial des Galeries Lafayette, vient de dévoiler ses projets pour l'avenir avec
400 millions d'euros alloués à la modernisation et à l'innovation sur 5 ans. Un pari audacieux pour préserver la croissance et la rentabilité des magasins, tout en répondant aux défis de la concurrence mondiale et aux évolutions des habitudes de consommation. Nous investissons 400 millions d'euros en 5 ans, a déclaré Nicolas Houzé, président du directoire des Galeries Lafayette, dans une interview exclusive pour La Tribune. Une résilience face aux crises successives. Les Galeries Lafayette ont connu des turbulences majeures au cours des dernières années entre les manifestations des Gilets jaunes, la pandémie de Covid-19 et les fermetures imposées en raison de ces crises. Cependant, malgré ces défis, le groupe a su résister. En effet, après avoir perdu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pendant la pandémie, les Galeries Lafayette ont réussi à revenir sur la voie de la croissance. En 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,65 milliards d'euros, avec une croissance de 3% à Haussmann et de 4% sur l'ensemble des magasins, peut-on lire dans Challenge. Investissement stratégique pour le futur. Selon Nicolas Houzé, l'une des clés de cette résilience est la stratégie d'investissement massive. Nous avons investi 400 millions d'euros en 5 ans pour moderniser notre réseau de magasins, dont 100 millions d'euros pour le magasin phare de Paris, à Haussmann, déclare-t-il. Ces investissements ne concernent pas seulement les aspects numériques, mais aussi des éléments plus tactiques, souvent invisibles pour les clients, comme les escalators ou la climatisation. L'une des transformations les plus visibles a été la rénovation de la coupole historique du magasin Haussmann en 2021, rappelle Reuters. Le groupe prévoit de continuer sur cette voie avec des investissements similaires pour les 5 prochaines années. Nous avons également repensé l'intégration des marques dans le parcours client en prenant en compte les spécificités des différentes nationalités, précise Nicolas Houzé. À Haussmann, le magasin propose désormais près de 2000 marques réparties sur 70 000 mètres carrés. Un modèle en évolution face à la concurrence mondiale. Le secteur des grands magasins connaît des difficultés dans le monde entier, notamment à cause de l'évolution rapide du commerce de détail. Les grands magasins doivent faire face à de nouveaux défis, notamment l'émergence des hypermarchés, l'essor des centres commerciaux de luxe et le développement de l'e-commerce. Ces évolutions ont modifié profondément les habitudes des consommateurs. Cependant, le modèle des Galeries Lafayette se distingue par sa capacité à se réinventer. Il faut se différencier pour rester désirable, explique Nicolas Houzé. Le groupe mise sur la prémisation de son offre, une multiplication des services et une personnalisation accrue de l'expérience client. La digitalisation, l'intelligence artificielle et les innovations technologiques sont au cœur de cette transformation. Retour des clients internationaux et expansion à l'international. Les Galeries Lafayette ont également constaté un retour des consommateurs asiatiques, notamment chinois, qui étaient une clientèle clé avant la pandémie. Aujourd'hui, 40% des clients du magasin Haussmann sont français, 20% chinois et 40% viennent d'autres nationalités. Le magasin Haussmann, notre vaisseau amiral, est un véritable magasin monde fréquenté par des clients venus de toute la planète, souligne Nicolas Houzé. Le groupe prévoit de renforcer sa présence à l'international avec des projets d'expansion en Chine, en Indonésie et au Moyen-Orient, selon Reuters. En 2025, un magasin ouvrira à Bombay, suivi d'un autre à New Delhi en 2026, afin d'accompagner la demande croissante du marché asiatique. Des transformations marquantes à Haussmann. Parmi les évolutions notables des Galeries Lafayette ces dernières années, Nicolas Houzé mentionne la création d'un espace bien-être au sous-sol du magasin Haussmann, ainsi que la refonte de l'espace consacré aux chaussures. Le groupe a également accueilli la célèbre enseigne de jouets américaine F.A.O. Schwarz dans un espace de 5300 m² au 5e étage. De plus, un important projet de modernisation du bâtiment Homme est prévu pour l'année prochaine.
Les Galeries Lafayette continuent ainsi de redéfinir l'expérience de shopping en proposant des concepts novateurs tout en renforçant leur position de leader dans le secteur du commerce de détail. Malgré les difficultés traversées par le secteur des grands magasins, les Galeries Lafayette réussissent à maintenir leur attractivité grâce à une stratégie audacieuse d'investissement et de transformation. Le groupe familial privilégie la différenciation et l'innovation, se positionne pour un avenir solide, renforçant à la fois sa présence en France et à l'international. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.